Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, j'invite Lauriana du Cercle Vertueux. Lauriana, elle est aromathérapeute énergétique et je l'ai rencontrée sur Instagram comme beaucoup de mes invités. Salut Lauriana, comment ça va? Salut Angélique, ça va bien? Merci de me recevoir. Lauriana, est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail que ce que j'ai fait? Mais oui, c'est parti. Du coup, ouais, comme je te disais, c'est un drôle d'exercice pour moi d'essayer de me définir, mais je m'appelle Lauriana, j'ai 28 ans et actuellement je vis en Ardèche où je viens d'emménager. Avant ça, moi je suis née et j'ai grandi à Montpellier. Et puis, comme tu l'as dit, actuellement, mon métier, c'est l'aromathérapie énergétique du coup. Donc, c'est une branche de l'aromathérapie qui est pas très, très connue, enfin une application de l'aromathérapie qui est pas très connue. Et puis je fais, d'autres choses en fait, je gravite un peu autour de cette exploration des sagesses du monde végétal. Donc, je suis aussi facilitatrice d'espaces sacrés, donc notamment avec le cacao, cérémoniel. Mais aussi, voilà, j'explore en fait autour du végétal avec par exemple les méditations olfactives, et le chant aussi. Donc Ok. voilà, je fais beaucoup de choses. Le Reiki d'ailleurs aussi, enfin voilà, ça peut partir un peu dans tous les sens cette présentation, mais voilà en gros ce que je fais. Je travaille avec le végétal et l'énergétique. D'accord. Et du coup, tu aides les gens grâce à tous ces outils-là. C'est ça. Donc ça se fait dans vraiment différents espaces, comme je te le disais, je fais à la fois du présentiel, donc les cérémonies cacao en présentiel, dans lesquelles on va explorer la voix aussi avec le chant. Et dans un autre temps, moi, j'ai commencé avec un e-commerce sur lequel je crée en fait des roll-on d'aromathérapie énergétique. Donc Mhm. avec des thèmes différents, avec pour des problématiques différentes. Et je fais aussi des consultations pour personnaliser ces roll-on-là, justement en fonction vraiment de ton état émotionnel, tes problématiques du moment, tes challenges, tes défis, et puis ton histoire aussi. Donc voilà, je fais beaucoup de choses très différentes Génial. aussi. Et du coup, ça veut dire que là, dans ta nouvelle maison en Ardèche, tu vas prévoir un jardin des simples ou un petit jardin de plantes énergétiques, tout ça? Ah ouais, mais j'aimerais trop avoir enfin un petit espace où je peux cultiver mes plantes, effectivement, parce que j'ai le projet aussi de pouvoir cultiver la plupart des plantes que j'utilise. Alors, pas de les distiller parce que c'est quand même un métier à part, tu vois. Je me lancerai pas dans de la distillation d'huile essentielle, mais parce que c'est vraiment ma matière première, l'huile essentielle. Mais en D'accord. fait, ce qui est intéressant, c'est que vraiment le végétal, on peut travailler avec de plein de façons différentes, avec plein de supports différents. Tu peux l'avoir. Donc, tu peux avoir les plantes sèches, tu peux avoir les plantes sous leur forme la plus concentrée, donc distillées en huile essentielle. Mais il y a aussi l'hydrolat, qui est une super façon de travailler avec le végétal sans forcément avoir à manipuler des huiles essentielles. Et, Mm. euh, et effectivement, même juste le végétal, pas forcément coupé, pas forcément consommé d'une certaine façon. Juste être à l'extérieur, être avec les arbres, être avec les plantes, c'est aussi une façon d'interagir avec eux. Ok. Avant que tu nous racontes ton éveil spirituel, j'ai envie que tu creuses. Ça m'intéresse trop. Pourquoi on dit que c'est de l'herboristerie vibratoire, par exemple? Parce que les plantes ont une vibration et c'est cette vibration qui soigne, c'est ça? Alors, je pourrais en parler longtemps, attention, je suis bavarde. En fait, donc moi, je suis pas herboriste, donc je suis aromathérapeute, mais effectivement, on peut mettre une grande catégorie en mode phytothérapie énergétique, effectivement, si tu veux le mettre dans une grande catégorie comme ça. Mhm. Alors, pourquoi on parle d'énergétique avec les plantes? C'est vrai que c'est, comme je te disais, c'est une branche qui est très peu creusée, en fait, et très peu connue. Et presque même, je pense, ça peut faire rire beaucoup de personnes. Ah là là, l'énergie des plantes, oui, oui. Mhm. Mais, et en fait,
Donc là, pour te parler vraiment purement sur un stade, enfin sur une, comment dire ça, vraiment dans le domaine physique, physiologique, comment est-ce que les plantes, enfin, comment est-ce que les huiles essentielles, elles influent sur ton corps physique. Donc il peut y avoir plusieurs manières, comme je te disais, donc avec l'aromathérapie scientifique, vraiment, quand tu fais une application cutanée, par exemple, sur un bleu, hop, tu vas soigner du coup la douleur, tu vas peut-être fluidifier le sang pour évacuer du coup l'épanchement, etc. Donc Mhm. il y a cette manière-là. Il y a effectivement la voie orale aussi dans laquelle tu vas avaler des huiles essentielles. Et voilà, ça se fait pour que certaines applications. Et après, tu as aussi la voie olfactive, donc que ce soit avec de la diffusion, donc dans ton diffuseur, c'était un diffuseur d'huile essentielle par exemple, ou effectivement directement au flacon, ou sous forme où moi je le fais donc avec une base d'huile végétale dans un roll-on qui va en fait porter les huiles essentielles. Et à ce niveau-là, en fait, l'olfaction, c'est un peu magique, Mhm. mais pas tout à fait. En fait, dans notre système olfactif, on a une petite membrane qui s'appelle l'épithélium. Et cette membrane, c'est la traductrice. Moi, je trouve ça assez magique, hein. C'est la traductrice, en gros, de toutes les odeurs qu'on sent. Donc, c'est-à-dire, elle est chargée, c'est un mini ordinateur, elle est chargée de traduire en messages, en impulsions électriques dans le cerveau tout ce que tu sens. Et ça a plusieurs fonctions, mais notamment ben, la fonction première qui est la survie. Donc, c'est-à-dire que on a l'odeur, c'est la voie vers la mémoire. Donc, en gros, tu vas accéder à cette espèce de mémoire presque qu'on va te transmettre où spontanément, sans qu'on te l'ait appris, ton corps apprend à rejeter des odeurs que tu vas catégoriser comme étant des mauvaises odeurs, en mode bah, Mhm. il ne te viendrait jamais à l'esprit de mettre à la bouche des déjections animales, par exemple. Non. Mais si tu te retrouves seul à l'extérieur et que tu n'as aucune connaissance du monde qui t'entoure, tu vois ce que je veux dire, dans un vraiment purement, simplement dans de la survie, tu Mhm. vas pas mettre à la bouche ce genre de choses. Tu vas d'abord sentir et ça va être vraiment un sens qui va te permettre d'être lié à ta survie, en fait, à te maintenir en vie sur Terre. Et ce qui est magique, c'est que justement, les odeurs, elles sont liées à cette mémoire un peu universelle. euh, et elles sont aussi liées, du coup, à ton système émotionnel. Donc, à travers les odeurs, on va pouvoir venir aller activer certaines zones de la mémoire. On va Mhm. pouvoir aller chercher certaines informations et on va pouvoir influencer ton système hormonal et ton système émotionnel. Donc, on peut un peu, je dirais pas Excellent. comme manipuler, mais c'est pas vraiment de la manipulation, c'est plus, moi je considère qu'on a une bibliothèque intérieure, tu vois, Mhm. qui est un peu, qui est riche de plein d'ouvrages qu'on n'a jamais lus, et pourtant ils sont quand même là, et on va pouvoir aller chercher des infos dans ces ouvrages, tu vois. Ok. C'est un peu comme moi, enfin, en tout cas, ça fait partie de mes croyances, hein. Je considère que c'est une façon de se connecter aux croyances, au savoir universel de l'univers, en fait. Mhm. Et, euh, et c'est assez dingue. Et c'est assez mystérieux encore. C'est des choses sur lesquelles enfin, on connaît plein de choses. On a un grand savoir scientifique, mais on est loin de tout savoir. On est loin d'avoir tout exploré. Il y a encore beaucoup de choses qu'on n'explique pas. Il y a certaines propriétés des huiles essentielles qu'on ne s'explique pas encore. Ouais, c'est On ne sait certain. pas comment elles Mm. fonctionnent. D'accord. Mais tu parles des annales akashiques, du coup. Bah, je sais pas. Enfin, on peut les appeler comme on veut. Mhm. Euh, Après, j'ai peut-être je sais pas si j'ai la même vision que ça exactement, mais je pense qu'on peut appeler ça comme ça aussi. Moi, j'appelle ça la bibliothèque de l'univers ou la bibliothèque universelle ou ta bibliothèque intérieure à toi aussi parce que donc comme je disais, tu vas te relier à quelque chose de plus grand que ce que toi tu sais, Mhm. mais tu peux aussi, là, je parle vraiment aussi dans un sens personnel, c'est-à-dire que tu vas aussi pouvoir aller chercher des mémoires. Des mémoires, que ce soit des mémoires de ta lignée ou des choses qui sont en toi, qui sont encore dans le subconscient et qui vont venir s'activer ou justement s'apaiser, etc. D'accord. Donc, donc oui, ça peut être bien plus large que tout ça, effectivement. Ok, génial. Super Mm. intéressant.
C'est trop cool, Et, c'est hyper vaste. mais du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Alors, donc moi, quand je me suis formée en aromathérapie scientifique, j'ai eu la chance de me former avec un naturopathe et qui a fait une grosse ouverture pendant justement ma formation d'aroma scientifique. Une grosse ouverture sur chaque huile essentielle quand on faisait des monographies, tu vois, on étudiait chaque huile essentielle une par une. Il y Mhm. avait une grosse ouverture sur justement l'effet psycho-émotionnel. Je me suis D'accord. dit, Mhm, intéressant. Et Mhm. il se trouve que c'est ce que, dans la formation, c'est ce à quoi je me raccrochais le plus. C'est ce qui, en fait, tiltait le plus avec moi et c'est la partie sur laquelle j'étais la meilleure au Mhm. D'accord. final, tu vois, dans le, comment ça s'appelle? L'examen qu'on a fait après pour passer la certification. On l'a souligné, enfin, mon formateur l'a souligné, le fait que enfin, c'était un travail voilà, qui faisait que j'avais vraiment bien, bien retenu ça. Et en fait, donc, la voie olfactive, il faut savoir que dans l'aromathérapie scientifique, on s'en sert surtout pour soutenir les douleurs, en fait. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, ça va être un soutien sur, donc tu vas utiliser telle huile essentielle pour, tu as tel type de douleur, d'arthrose, etc., machin. Euh, mais dans une consultation, c'est hyper holistique, donc on essaie de prendre en compte la globalité de la personne. Et la voie olfactive, du coup, va venir soutenir ça. Donc, par exemple, on va mettre du laurier pour te donner la persévérance et la confiance et la motivation pour suivre ton traitement et puis pour tenir malgré la douleur, etc. On va te donner des choses qui vont venir apaiser ou être antispasmodiques, par exemple. Mhm. Et donc, si tu veux, voilà, on s'en servait que pour ça, on va dire, en aroma scientifique. Mais du coup, c'était tellement, tellement intéressant que ça m'a ouvert la voie vers, après, bah, continuer en aromathérapie énergétique et vibratoire. Donc, je me suis formée donc, sur des modules complémentaires. Mhm. Et après, j'ai cheminé encore avec ma professeure que j'ai suivie pendant quelques temps aussi sur d'autres facettes aussi de l'aroma scientifique, enfin, de l'aroma énergétique et vibratoire. Mais c'est un travail qui est sans fin, en fait. J'en sais. Moi, à la base, j'ai un master en valorisation et médiation des patrimoines, Mhm. qui fait que j'adore creuser aussi sur chaque plante la partie histoire et légende, mythologie, euh, tu vois, pour essayer de rajouter en fait ça, parce que forcément, il y a un côté, bon, les molécules qui sont présentes dans les plantes et donc dans les huiles essentielles, elles ont des propriétés physiques qui sont indissociables des propriétés énergétiques et vibratoires. Mhm. Mais par-dessus ça, il y a aussi une mémoire collective de l'utilisation de ces plantes, tu vois. Euh, il y a un terroir dans lequel elles ont poussé et il y a un lien très fort, en tout cas, je trouve, euh, avec les cultures et les civilisations qui les ont cultivées. Euh, Mhm. par exemple, tu n'imagines pas les cartes postales de Provence sans les champs de lavande. Tu vois, Absolument pas. Ouais. ça fait partie d'un patrimoine culturel, immatériel, géomorphologique, etc., qui va en fait modifier l'apparence du territoire Mhm. et qui va aussi conditionner pas mal l'impulsion du commerce et des pratiques, tu vois, sur ce territoire-là. Je vois. Donc voilà comment j'ai fait un peu le lien, comment s'est fait le lien, et puis après, effectivement, j'ai pu faire le lien avec mon ancien métier aussi. D'accord. Et du coup, ton éveil spirituel, enfin forcément, c'est lié aussi à cette activité d'aromathérapeute ou pas du tout? Alors forcément qu'il est lié. Mhm. Euh, ouais, ouais, il est totalement lié bon, déjà, la nature, ça a toujours pris une grosse place dans ma vie, mais je pense que ça, c'est le cas de beaucoup de personnes. Après, mon éveil, il a commencé bien, bien avant, mais on va dire que ça lui a donné un deuxième souffle, euh, parce que cette formation, elle est arrivée dans un moment où, donc, moi, je sortais de mon master et j'avais envie de créer quelque chose, donc, qui n'était pas forcément en lien avec les études que j'avais fait, mais aujourd'hui, j'arrive à faire le lien.
Et donc, à la fac, moi, j'avais mis un petit peu en pause toute ma pratique spirituelle parce Mhm. que bah, je me suis bien rendu compte que quand ton éveil spirituel, il se fait, enfin, le début en tout cas, se fait entre tes 13 et 15 ans et que tu es dans un environnement scolaire au lycée où, où les gens sont pas extrêmement bienveillants. Enfin, pas qu'il y ait un manque de bienveillance, c'est juste que enfin, on est des enfants, on est très premier degré, Oui. on est très dans le conflit et dans enfin, l'expression de l'identité et tout ça. Donc, je me suis rendu compte que, enfin, mon éveil, il a commencé à ce moment-là. Et, Mhm. euh, et je me suis rendu compte que ce que je prenais pour un support de conversation incroyable et d'ouverture et ben en fait, c'était une source de conflit. Genre, Je je vois. parlais, je parlais d'astrologie, je parlais de trucs un peu trop bizarres peut-être et ben voilà, je rentrais en conflit avec les gens malgré moi. Euh, et peut-être que c'est surtout que moi, ça me blessait beaucoup de voir que les gens n'étaient pas du tout réceptifs. Ah ouais. Donc, si tu veux, j'ai un peu, voilà, ma vie intellectuelle était tellement riche à la fac. J'ai commencé par de l'histoire de l'art et de l'archéologie en licence et ça me prenait tout mon temps et toutes mes lectures, etc. Donc, effectivement, c'est pendant 5 ans de ma vie à peu près, donc pendant lesquels bah, j'ai mis un peu tout ça pas. Enfin, c'est que j'avais pas une pratique, si tu veux. C'était des choses que j'avais acquises par la lecture, etc., des croyances, etc., que j'appelais mes philosophies de vie à l'époque parce que le mot spiritualité était pas partout. Ah oui, c'est vrai. Mhm. Donc, donc voilà, et comme les réseaux n'existaient pas, j'étais à la fois très seule là-dedans et en même temps, ça m'a permis de pas me faire trop influencer effectivement sur ces thématiques. Ok, Après, génial. Hop, ça. ouais, ce qui est plutôt cool. Après, voilà, je manquais d'une communauté avec laquelle échanger. Mhm. Et, mais voilà, tout a un sens, je pense. Et c'est un moment du coup, après mon master, quand j'avais, je sais pas, à peu près 22 ans, euh, où finalement j'ai repris cette pratique qui faisait plus de sens. Et après, donc, je me suis formée et après, j'ai remis le nez vraiment dans l'énergétique avec ben, des niveaux de conscience et de compréhension complètement différents aussi, tu vois. Parce Mhm. que forcément, j'avais appris plein de choses et puis mon regard sur le monde était complètement différent. Mhm. Et Qu'est-ce qui donc, s'est passé du coup? À pendant 13, quelle période? 14 ans, qu'est-ce qui s'est passé la première fois quand tu t'es dit, mais en fait, Ah, il y a autre chose. en fait, Mhm. ben, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bah, tout a commencé avec un petit quartz rose, pour tout te dire. J'avais 13 ans et j'étais en vacances à Collioure au bord de mer avec une copine. Et tu sais, ces petites boutiques de touristes là au Oui. bord de la plage avec toutes ces petites babioles qu'ils aiment bien te vendre. Et puis j'ai vu un petit quartz rose en pendentif, tu sais. Et et il y avait des. Quand j'y pense, franchement, c'est trop drôle parce que c'était vraiment ces trucs copier-coller avec des mots, tu sais, en mode amour, courage, force, persévérance. Évidemment, moi, à 13 ans, j'étais hyper fleur bleue et je rêvais du prince charmant, donc j'ai acheté le quartz rose Mhm. et je l'ai mis autour de mon cou et pendant cet été-là, c'est là où j'ai connu mon premier amour, tu vois. Ah, Et, bah tu euh, vois, c'est et dingue. donc, ouais, il y avait une grosse force de manifestation à ce moment-là. En tout cas, je le savais pas, mais j'avais posé une intention. Mhm. Et du coup, en rentrant chez moi après ça, j'ai commencé à m'intéresser à la lithothérapie. Donc, c'est par ce prisme-là, en fait, que je suis rentrée dans la spiritualité, entre guillemets, si toutefois on peut y rentrer dedans. Très bizarre cette image. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à explorer et à me poser des questions. Euh, et à l'époque, voilà, le contenu sur la litho, oh my God, c'était too much, quoi. C'est-à-dire, C'était vraiment Marie-Christine, 54 ans, qui faisait partie d'un mouvement hyper New Age et qui te proposait des formations tu vois, en litho, enfin, et en aura-thérapie. Enfin, je grossis un peu, je rigole parce que j'aime oui. bien, j'aime bien rire de tout,
C'est juste que c'était tellement différent, de toute l'offre, et de la profusion d'infos et de formations qu'on a aujourd'hui et je me souviens avoir cherché à me dire: «Bah, peut-être que je peux apprendre, ça», tu vois? Peut-être que je peux apprendre la litho, peut-être que je peux, comprendre plein d'autres choses et cetera. Donc j'ai acheté des petits livres et tout et puis j'avais envoyé des mails pour essayer de me renseigner sur des formations, mais j'avais 15 ans, tu vois? J'étais au lycée et heu et je recevais des mails avec des trucs kitschissimes et tu sais, des images avec des auras et tout, Ah. enfin voilà, c'était très drôle. Cette période était très drôle et du coup, ouais, c'était mon premier pied un peu là-dedans, mais du coup, enfin, moi, j'ai eu la chance, de pouvoir, après quand je suis arrivée à ma première année de lycée, j'étais à Montpellier, donc j'avais accès à des librairies comme Sorams et j'allais fouiller tout le temps les rayons ésotériques Ah oui, ça qui c'est étaient génial. très, Hmm. très, 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 très différents d'aujourd'hui. C'était Je me souviens. principal. Tu Hmm. te souviens aussi, ouais, c'était plutôt caché dans un petit coin, c'était pas du tout mis en valeur C'est ça. Il n'y avait et pas toutes les éditions qu'on a maintenant. non, tu te souviens de cette édition qui existe toujours avec la tranche rouge qui était vraiment qui avait pignon sur rue dans la spiritualité là, Ouais, avec tous les Deepak Chopra et tout, enfin bref, c'est très, ça. Bah, très elle existe encore, hein. mais ça existe encore, mais oui, Moi, de j'en ai ouf. plein de ceux-là. Mais tu Plein, sais plein, plein. que quand tu as 15 ans et que tu pas trop de thunes et ben, tu avais accès à des trucs comme ça pour 7-8 € et franchement, mais heureusement que c'était là. Moi, j'ai acheté ma première édition de Allan Kardec dans cette édition-là, tu vois? Oui, ouais, je vois. Hmm. Le livre des esprits et donc justement, j'ai beaucoup lu à cette époque-là et je m'intéressais donc Allan Kardec, c'était vraiment un tournant majeur dans dans la constitution de ce que j'appelais ma philosophie de vie, tu vois? Ouais. Mais je m'intéressais aussi beaucoup aux expériences de mort imminente, aux personnes qui travaillent, qui travaillaient, parce que, en l'occurrence, Elisabeth Kübler-Ross, elle est décédée depuis, mais qui travaillait avec, des personnes en fin de vie. Donc tu sais, Mhm. elle était thérapeute et psychologue et elle a beaucoup travaillé justement sur la fin de vie. Elle a écrit notamment La mort est un nouveau soleil et D'accord. et pareil, ça, c'est un truc que tu peux trouver aujourd'hui, ça coûte 2 € d'occasion, tu vois? Mais pour moi, c'est partie des petites pépites, Hmm. heu, qui ont été, j'ai l'impression, un peu oubliées, noyées dans la masse. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une masse d'écriture là-dessus, une masse d'infos C'est et clair. tant mieux. Oui. Mais voilà, pour moi, il y a des petites pépites comme le livre des esprits ou après voilà, avec beaucoup de recul, aujourd'hui, je prends plus les mêmes choses. Mais j'étais bien consciente à l'époque déjà quand je le lisais que je prenais ce qui faisait sens, je laissais le reste tant que je le comprenais pas, tu vois? Je vois. Et voilà, j'ai beaucoup lu aussi, ouais, sur les expériences de mort imminente avec les livres de Raymond Moody et ça pareil, ça me fascinait et il y avait des choses, enfin, c'était beaucoup de témoignages et il y a des choses qui étaient juste, exceptionnelles pour moi de lire et de me dire: «Ça a pas pu être inventé». Je pense notamment, je sais pas si tu veux que je te décrive une des parties du livre là que j'ai lu et dont je me souviens bien et Oui. qui m'a fait me dire: «Mais genre, c'est dingue, là il y a quelque chose». C'est Raymond Moody du coup dans son livre, La vie après la vie, Ouais. qui raconte, qui est un témoignage, hein, qui retranscrit un témoignage d'un gars qui fait une expérience de mort imminente. Donc il sort de son corps et il voit la scène. Il voit les infirmières, il voit la couleur de tout et cetera, qui est présent, comment ils sont habillés et cetera. Dans cette forme, éthérée du coup de sa conscience, ce gars traverse un mur pour aller de l'autre côté Hmm. du mur, donc dans la salle d'à côté et donc il revient dans son corps puisqu'il a été sauvé, il n'est pas mort et il dit: «Dans le mur qui est en face de moi, il y a un tableau qui est emmuré». Donc il y avait Ah un ouais. tableau qui avait été emmuré, tu vois, au moment de la construction de l'hôpital. Non. Ils ont cassé le mur et trouvé le tableau. Et Génial. genre, c'est complètement fou. Et moi, j'ai 15 ans, je lis ça et je me dis: «Waouh!» genre, c'est complètement dingue, j'ai envie de comprendre, tu vois? J'ai envie de Hmm. comprendre. Et effectivement, tu vois, en plus, ce qui est trop intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il parle aussi il y a des arguments, de la médecine traditionnelle, et de la science qui essaient
de décrédibiliser un petit peu tous ces témoignages, ou en tout cas de faire comprendre que c'est une expérience qui est fabriquée par le cerveau, Mhm. ou plutôt par les molécules, en tout cas dégagées par le cerveau au moment de cette expérience-là. Et je me dis, mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible que le cerveau, il ait inventé. Non. Genre, c'est juste un savoir que tu captes, c'est pas quelque chose que tu peux inventer. Impossible. Et il y en a des milliers et des milliers de Il y en a témoignages plein. comme ça, Mais oui. relatés par des docteurs, quoi. C'est ça qui est incroyable. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est trop Ouais. ouf. Je pense Je crois qu'il y a que un cardiologue hollandais qui s'est mis justement à répertorier tout ça. Et parce que oui, bah, il avait eu plein de cas, plein de fois, bah, des gens qui perdaient pendant ces opérations à cœur ouvert. Et puis, bim, les gens revenaient et puis ils racontaient tous des expériences différentes, mais qui avaient toute cette trame de mort imminente, en fait. mm, Et, et là, ouais, il y en a des milliers relatés. Et je pense, ouais, moi aussi, tu sais, il y a c'est une histoire comme ça qui m'a aussi fait dire que waouh, mais c'est incroyable. Et c'était sur Tistria. Je ne sais pas si tu as connu cette chaîne YouTube qui n'existe non. plus malheureusement, mais elle est encore, enfin les vidéos, il y en a encore plein des dispo. C'est Tistria. Et il y avait une expérience justement de mort imminente, pareil, quelqu'un qui mourait, qui allait dans la salle d'à côté, et qui entendait une conversation qu'il aurait pas pu entendre, et qui Mm. va aussi dans la cuisine de sa maison et qui voit qu'il se passe telle chose, et qui revient et qui décrit tout, quoi. Donc, ouais, c'est fou et c'est génial. Et ça, c'est tellement des preuves, en fait. Oui, pour moi, c'était des preuves et aussi c'était une façon de mettre un pied dans, j'utilise avec des guillemets, dans la spiritualité parce que je pense que tout est spirituel en fait et que c'est bizarre pour moi de l'utiliser comme adjectif, tu vois, ou comme genre catégorie ou non. C'est Mais ça. c'était une manière pour moi de mettre un pied là-dedans, dans toutes ces thématiques, sans passer par un truc trop boubou, tu vois, genre trop. C'était un bon début, on va dire, pour vraiment me dire, OK, il y a des gens, là, c'est une expérience vraiment qu'ils ont faite et tout, et ça se vérifie qu'effectivement, on peut sortir de son corps, on peut avoir une conscience avec une visibilité sur tout ce qui se passe, et même au-delà de la matière, en fait. Et Mhm. trop fou. Et du coup, j'ai enchaîné après. Enfin, en même temps, je lisais aussi les livres d'Alain Kardec, enfin le livre d'Alain Kardec, le livre des esprits. Je crois qu'il y en Ouais. a un deuxième d'ailleurs. Mais et ce livre, pareil, c'était trop fou pour moi de lire quelque chose qui avait été canalisé. Je sais pas si tu connais Alain Kardec. Ouais, je connais, mais j'ai pas lu. Tu l'as pas lu. Il y a le film aussi. Ils ont fait un film. Ah ouais, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Kardec, je crois. Non, je sais plus. Euh, ouais, je crois que ça s'appelle Kardec. Bon, D'accord. il est pas fifou, mais il est pas mal quand tu. Enfin, après, moi, j'ai un lien émotionnel avec ça aussi. Tu vois, c'est de l'attachement. C'est Ouais, je important. comprends. Ouais, Mais, c'est tes premières étoiles dans les yeux, quoi. c'est mes premiers presque Waouh. mentors, alors qu'ils existaient pas à l'époque où moi je les lisais parce que, enfin, sur Terre, parce que Alain Kardec c'est le 18e siècle en fait. Ouais. Donc, donc Là, c'est pas. on est dans l'ésotérisme et le mysticisme, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais. Bah, après, Alain Kardec, il a créé le spiritisme, du coup, c'est parce qu'ils aimaient bien. Après, pour moi, Alain Kardec, ça fait partie de de ces personnages presque humanistes, tu vois, où ils avaient un savoir hyper large sur plein de choses. Mhm. Où, il- à l'époque, je pense qu'il y avait aussi ce besoin peut-être un peu de codifier des choses, parce qu'il y avait une démarche scientifique vraiment. Ah Donc, il oui. fallait mettre des termes et des mots sur tout. Euh, donc c'est pour ça que ça s'appelle, enfin en tout cas, lui a créé le spiritisme on peut pas vraiment dire une religion, ni un mouvement, ni quoi que ce soit, c'est pas dogmatique, c'est juste, tu vois, pour mettre un cadre en fait, et dire C'est on une- parle du spiritisme, on parle. D'accord. Mais du coup, c'est une technique aussi pour entrer en contact avec les morts ou est-ce que je Non, me... lui il a pas créé de technique. Mhm. Euh, si je dis pas de bêtises, lui il travaillait en fait par le biais d'autres médiums. D'accord. Donc c'est-à-dire il retranscrivait les écrits. Et justement, en fait, lui, il a apporté plus la démarche scientifique, tu vois, euh, qui était propre à l'époque, avec, ah ben, on va faire telle expérience, ou
Alors, j'ai plus de mémoire très, très précise, mais tu vois, on va poser telle question, c'était préparé, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et, et vraiment dans cette idée d'apporter des écrits et d'apporter quelque chose à la communauté. Et bon, évidemment que son travail a pu paraître très bizarre pour plein de personnes aussi, mais comme de tout, il y a toujours le courant et le contre-courant, tu vois. Mhm. C'est ça. Donc, mais ce qui était ultra intéressant, c'est qu'en fait, bah, tout le bouquin, en fait, c'est des questions-réponses avec du coup les esprits qui l'interrogent. Et, euh, et c'est un gros bouquin quand même, hein. Mhm. Il est assez fat. Et c'est ultra intéressant parce que ça te permet d'avoir quelques clés, en tout cas quelques premières bases sur l'organisation du monde subtil, etc. Maintenant, avec la vision que j'en ai, les croyances que j'ai aujourd'hui, je suis consciente que suivant le type d'esprit qu'il a pu contacter et interroger, il y a probablement eu tu vois, des contradictions. Mhm. Je ne sais pas si c'était le même esprit à chaque fois. euh, et puis même, je pense que s'il y avait la possibilité comment dire, en tout cas sur mes croyances, s'il y avait la possibilité de le contacter, cet esprit-là, peut-être qu'il était dans une sphère euh, des dimensions qui fait que sa vision était partielle encore. Ouais, je vois. Mais s'il y en a Pas un, sûr. s'il y en a un qui était dans le plan éthérique et s'il y en a un qui était dans le bas astral, il va pas avoir la même vision, quoi. Ils vont raconter des trucs totalement différents. Ouais. Alors, je pense pas qu'ils aient contacté le bas astral, mais enfin voilà, quoi qu'il en soit, je pense qu'à cette époque-là, ouais, il n'y avait pas toute la connaissance qu'on en a aujourd'hui, mais en tout cas, c'était je ne veux pas dire les débuts parce que ça a toujours existé, mais j'ai eu l'impression que c'était parmi les premières recherches vraiment avec un cadre un peu scientifique, tu vois, une volonté un petit peu de codifier ou de retranscrire. Mhm. Et en fait, ça se passait par l'écriture automatique, je crois, en plus, la plupart du temps. Ouais, d'accord, je Et vois. je ne sais pas si lui-même, effectivement, a réussi à ouvrir ses capacités médiumniques et à faire de l'écriture automatique ou pas. Je sais plus. Et voilà, tout ça pour dire que c'était vraiment hyper majeur, en tout cas dans ma conception du monde invisible. Et à l'époque, j'en avais très peur, en fait, pendant très très longtemps. J'étais terrifiée. euh, parce que bon, j'étais une enfant et j'avais peu accès à Internet, mais les fois où j'avais accès à Internet, ou à des documentaires un petit peu waouh sur le paranormal, tu vois. Oui. Finalement, c'était ça les seules infos qu'on avait. Et je me souviens avoir vu des images de poltergeist et ça me terrifiait. Mais vraiment, j'étais persuadée depuis très très longtemps en plus, du coup, maintenant que j'y pense, maintenant que je te le dis. Je le savais qu'il y avait des forces qui avaient la capacité d'agir sur la matière, mais ça me terrifiait de me dire, elles ne sont pas palpables, donc tu peux pas les toucher, tu peux pas. Enfin, je pensais que tu pouvais pas leur mettre un frein, leur mettre un stop, tu vois. Ouais. Du coup, c'était quand même terrifiant pour une enfant de se dire il y a des choses qui peuvent influencer notre corps, notre matière, les choses autour de nous, et on ne pourra pas les toucher. On ne pourra pas, tu vois. Et du coup, ça avait participé un petit peu à me rassurer un peu là-dessus en me disant, OK, il y a peut-être une hiérarchie aussi où effectivement il y a certaines énergies, certains esprits qui ont intérêt à faire du mal et puis d'autres qui n'en ont pas d'intérêt, tu vois. Mhm. Ça a dilué, on va dire, un peu ma connaissance de tout ça. D'accord. Mais maintenant, t'as plus peur. Maintenant, j'ai plus peur, mais c'est récent. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est C'est passé? récent. Alors, j'ai plus peur. Euh, ouais, parce que bah, quand tu as un métier dans le spirituel, avec des gros guillemets, quand tu traînes dans des sphères où voilà, tu es en contact avec beaucoup de gens qui sont médiums, beaucoup de gens qui ont des capacités psychiques développées, des gens qui pratiquent la magie, la sorcellerie, etc. Bah, tu entends un peu de tout et de rien. Tu vois, tu entends et tu échanges avec des gens, voilà, t'as des échos un petit peu, je trouve, à contre-courant. Et j'ai mis longtemps à comprendre que l'expérience humaine a été vraiment, euh, en tout cas, guidée par le point de vue
la subjectivité, tu vois, et que Mhm. c'était compliqué d'en tirer une vérité générale. En tout D'accord. cas, je considère ça. Je considère que c'est un peu dur de tirer une vérité générale et du coup, donc forcément, j'avais ce moment pendant plusieurs années, donc jusqu'à récemment, où j'avais des infos de droite et de gauche, où je comprenais pas vraiment euh, comment dire, l'organisation du subtil, si je peux Mhm. le dire comme ça. Tu vois ce que je veux dire un peu, Je genre, vois, ouais, ouais. Mhm. comment ça fonctionne? Quelle est la putain de hiérarchie là-dedans? Ah. Je comprends rien. Et en fait, bah, c'est marrant parce que c'est toujours un peu dans les galères que je finis par trouver des infos. Quand j'ai fait ma deuxième initiation, enfin, mon deuxième niveau de Reiki, j'ai commencé à avoir justement ces perceptions psychiques Ah qui oui. se développent. Donc, je me suis retrouvée un petit peu le nez dedans en mode, bah maintenant, va falloir s'y intéresser. Et si tu veux, j'étais consciente que j'avais pas envie de me faire emporter par la peur parce que je n'avais pas de connaissances, tu vois. Mhm. Donc j'ai eu la chance à ce moment-là d'être déjà entourée par des médiums, déjà entourée par des gens qui avaient un petit peu creusé, qui étaient passés avant moi, que ce soit dans des podcasts, que ce soit dans des échanges que j'ai eu sur Instagram ou des personnes qui m'ont donné des références de bouquins. Et en fait, si tu veux, ça m'a permis d'un peu mieux comprendre cette organisation et de comprendre aussi que je pouvais mettre un stop si je le voulais. Mhm. Que voilà, bon, c'est pas si facile que ça, mais qu'il y a possibilité de mettre un stop. Donc, si tu veux, Mhm. quand ces capacités, elles ont commencé à s'ouvrir, c'est allé très fort, très vite, et c'était trop pour moi, j'arrivais pas à dormir. Ah oui. Donc, j'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, moi, il va falloir baisser le volume, là, parce que je suis fatiguée. Donc, c'était un moment où j'avais vraiment beaucoup de taf, et enfin, quand est-ce que je n'ai pas eu beaucoup de taf? Mais tu vois, j'avais vraiment d'autres choses à faire. Donc, Voilà. Et qu'est-ce qui t'était arrivé? Pourquoi tu dormais pas? parce que, en fait, moi, ça se passait beaucoup dans mes rêves et dans mon sommeil. Mhm. Et donc, si tu veux, j'avais des rêves très, très forts, avec des impressions très fortes, avec des sensations très fortes. J'avais, la sensation, enfin, qu'il y avait une présence ou, ça pouvait être aussi dans mes rêves, du coup, j'avais toujours des rêves où je devais me battre contre des créatures. À un moment donné, j'ai dit: «Bon, écoutez, moi, j'ai autre chose à faire, il faut que je dorme». Donc, tu vois, ouais, c'était vachement fort comme ça et donc j'ai demandé à ce que, si tu veux, ça se calme. En mode: «Écoutez, je comprends, mais là, c'est pas le moment. Donc, on va faire ça un peu plus tard». Et justement, à ce moment-là, j'ai eu l'occasion, voilà, de beaucoup échanger et de comprendre un petit peu plus aussi que, heu, la peur, nourrissait aussi, tu vois? On parle souvent de fréquences et de vibrations. Effectivement, la peur nourrit ceux qui se nourrissent de la peur finalement, tu vois? Oui. Donc je me suis dit: «OK, mais moi, pour ne plus avoir peur, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que tout simplement j'apprenne, que je sache, que je comprenne. Si je Mhm. comprends, j'aurai moins peur. Je saurai comment un petit peu plus, naviguer dans ces sphères-là». Et le fait est que quand j'ai demandé à ce que: «OK, là, c'est bon, ça peut commencer à se réouvrir si vous voulez». Des fois, je me dis: «Je parle avec rien du tout». Donc récemment, il y a quoi? Un mois ou 2, j'ai dit: «OK, là, je suis un peu plus posée, on recommence. C'est parti». Et le fait est que mes rêves étaient complètement différents parce que oui, j'ai des rêves très forts et oui, je suis très fatiguée aussi parce que je dors pas beaucoup. Mais si tu veux, là, mes rêves, c'est plus des morceaux d'initiation. C'est-à-dire que je parle avec il y a toujours une sorte de sorcière ou de prêtresse qui est souvent là avec moi et qui m'apprend des choses et qui m'apprend à leur dire: «Fermez vos gueules», en fait, aussi. Tu vois? Ah, Et c'est assez drôle parce que, ça prend des formes différentes, mais voilà, qui m'apprend un peu à mettre des barrières, on va dire et des limites et genre, heu, du coup, la plupart de mes rêves maintenant, c'est plus je suis en proie à ces énergies-là et cetera, c'est plus, hem, genre, je leur mets des stops. Clairement, je leur dis: «Non, ça ne se fera pas, désolée». Ou, ouais, c'est toujours, après c'est des fois, c'est très drôle parce que ça peut être, pas forcément enfin, c'est pas hyper épique non plus, tu vois? C'est pas des grandes batailles, de fou. C'est genre, des fois, c'est par la voix.
Genre, un de mes rêves, c'était justement, genre, ben, il va falloir que tu apprennes à utiliser ta voix comme cet instrument-là pour euh, mettre à distance, pour te protéger, tu vois, pour une sorte de communication, mais après tu vois, le son, de toute façon, est une vibration, Mhm. mais en mode le chant, en fait. D'accord. Du Donc, coup, tu as l'intention de le faire, tu vas chanter. et je chante déjà. D'accord. Alors, ben, en fait, j'ai fait une transmission, enfin, j'ai participé à une transmission de yoga de la voix, du coup, en septembre, et ça a été un appel hyper fort après, justement, après enfin, j'ai vécu une journée retraite, en fait, en août, où la journée s'est terminée par un kirtan, donc un cercle de chant sacré. Mhm. Ce moment m'a perché tellement haut, j'ai mis tellement de temps à redescendre de ce cercle de chant, en fait. C'était tellement fort pour moi, et ça a ouvert un truc en mode, c'est maintenant, genre, c'est maintenant, là, il faut y aller. Mhm. Et je savais qu'il y avait cette transmission, j'avais beaucoup hésité et tout, et j'ai été hyper appelée à le faire. Et depuis ça, je respire plus pareil, j'ai l'impression que l'air ne passe plus pareil dans ma gorge, c'est trop fou. Et Oh. donc effectivement, ça m'a donné les bases et si tu veux, ça m'a donné l'élan pour aller explorer la voix. Et donc là actuellement, tu vois, dans les cérémonies que je fais, à la fin, je fais tout le temps un cercle de chant parce que enfin, c'est une médecine hyper puissante et qui, moi, du coup, en plus, tu vois, j'y suis encouragée même dans mes rêves à l'explorer. Donc ouais, ça permet de faire vibrer très très fort. Waouh, j'adore. Et du coup, cette faculté, tes rêves, tout ça, est-ce que ça te sert à quelque chose maintenant dans tes accompagnements ou est-ce que c'est là de côté et puis c'est juste que ça te guide encore plus vers dans ton chemin? Euh, alors, dans mes accompagnements, c'est marrant que tu dis ça parce qu'effectivement, ça arrive que je rêve des personnes, alors pas forcément des personnes que j'ai accompagnées à l'instant T, euh, mais c'est des personnes de mon entourage ou de ma communauté. Ça arrive. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé un petit message vocal à l'une d'entre elles en lui disant ah bah j'ai rêvé que tu lançais ta marque de bijoux et que ça marchait de ouf et puis il y avait un petit chaton aussi, je sais pas pourquoi, et elle m'a répondu oh mais c'est ouf, on vient justement de récupérer des petits chatons avec mon copain parce qu'ils étaient à la rue et donc on les a en maison d'accueil. Waouh! Et, euh, et tu vois, c'est fou parce que bah, moi j'ai envie de me dire si j'ai pu me mettre un chouïa de motivation et de trucs cool en mode bah, j'ai vu ton projet se concrétiser, tu vois. Hmm. Et encore une fois, c'est peut-être pas prédictoire, divinatoire, je sais pas comment on dit. C'est peut-être pas de la prévision, mais je trouve ça beau de l'avoir vu de manière générale. Après, moi, ça m'aide plus. Pour l'instant, c'est encore, je pense, un peu jeune et un peu chaotique pour que ça m'aide particulièrement dans le quotidien. Mais comme je te dis, pour moi, ces moments d'initiation dans mes rêves, ils sont hyper forts, ils me font vachement de bien parce que j'ai l'impression d'être moins seule, en fait. Il y a un moment où j'étais vraiment, euh, où j'ai râlé, clairement. J'ai pesté contre l'univers, désolée. Où vraiment, tu vois, j'étais dans des spirales de pleurs, de détresse émotionnelle et où je disais, franchement, je veux pas d'une deuxième vie sur Terre. Franchement, je me sens seule. Franchement, tu vois, et aujourd'hui, ça a plus rien à voir, ma vision de la chose. Parce que si j'ai eu tellement de chance de tomber sur des ressources hyper précieuses. Hmm. Donc finalement, ce moment-là où j'étais au fond et où je criais, où je disais, je me sens toute seule, vous me laissez toute seule. Ben, c'était peut-être aussi un appel en mode, j'ai reçu de l'aide, tu vois, après ça. Donc Ouais, peut-être que génial. j'ai ouvert la porte aussi, tu vois. Peut-être que la porte, elle n'était pas ouverte Mhm. comme j'aurais voulu. Et puis là, aujourd'hui, oui, après, voilà, pour moi, ça passe par les rêves. Et il y a beaucoup de choses qui activent très fort les rêves. Par exemple, les cérémonies cacao. J'ai un petit problème, c'est que après une cérémonie, c'est tellement fort ce que je reçois et ce que je ressens. Après une cérémonie, pendant 3 4 jours, souvent, je ne dors pas. Ah Parce ouais, que, ouais, parce waouh. que justement, il y a trop, c'est trop, ça active tout hyper fort. C'est comme si j'avais pris un cristal, tu vois, qui était hyper vibrant et hyper fort et que je l'avais posé sur ma tête pendant des heures.
c'est que et encore une fois, tu vois, quand je fais chanter en cérémonie et tout, là, il se passe un truc, je sais pas, mais je me sens tellement bien dans ces moments, mais effectivement, ça m'active très fort. Et j'ai peut-être pas encore trouvé le bouton de volume pour régler bien le truc, tu vois aussi. Et c'est Donc, incroyable parce que c'est vrai que le chocolat, enfin le cacao, c'est un excitant et que peut-être que normalement dans la première nuit c'est compliqué, mais 3 jours, mais tu dois être épuisé ou ça va encore et tu reçois de l'énergie autrement. non, non, je suis épuisée. Je suis épuisée, mais en même temps, je suis tellement nourrie par ce que je fais, mon métier, par les échanges, par les gens que je croise, par les choses que je crée. Je m'amuse énormément, donc, euh, donc voilà, je me nourris comme ça. Après, moi, ce que j'utilise, c'est un cacao de grappe cérémonielle qui est pur. Donc, en fait, il a des propriétés psychoactives. Donc, pas psychotropes, mais psychoactives. Et effectivement, comme tu dis, c'est un excitant pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes, c'est un tranquillisant. En fait, Ah oui. c'est ça qui est ouf, c'est que le cacao, il est très dans cette dualité où il va venir appuyer sur ce dont tu as besoin, tu vois. Et il réagit pas du tout pareil. Moi, il m'excite pas, en fait. Une fois, enfin plusieurs fois même, j'ai pris, enfin, après, pour t'expliquer, en gros, tu as des doses différentes, tu sais, de cacao, suivant l'intention et suivant aussi enfin, l'habitude que tu en as. Mhm, On dit que la dose maximale pour éviter de faire quand même une crise de foie, tu vois, c'est 42 grammes. mhm. Et par la fois où j'ai pris 42 grammes, j'ai déjà fait plusieurs fois, mais j'ai pris 42 grammes, je me suis dit, putain, je vais pas dormir, quoi, c'est sûr, mais j'avais envie de tester, tu vois, et puis de voir un peu, d'aller explorer les limites et les doses, tu vois. Oui. Et ben, il s'est rien passé. Genre, ça a même moins tapé que d'habitude, tu vois. Et en fait, là, actuellement, dernièrement, j'ai remarqué que si je vais au-delà de 24 grammes, et ben, je me tape migraine, et c'est déjà trop pour moi, entre guillemets. Donc après, voilà, il faut moduler en fonction du moment, en fonction du type de cacao aussi, parce qu'il y a des cacaos avec des énergies très différentes, etc. Donc bref, c'est pas le sujet. Mais tout ça pour dire Peut-être que tu... que Pardon. oui, non, C'est vas-y. pour dire que... J'allais dire, peut-être que tu peux expliquer aux auditeurs ce que c'est et à quoi ça sert, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas les cérémonies de cacao. Oui, c'est vrai que c'est pas, enfin, pas très très connu. Enfin, si, dans ma sphère, oui, mais Mm. oui, en fait, le cacao, les cérémonies de cacao, donc en gros, pour simplifier, c'est un espace ritualisé autour d'une plante médecine. Donc là, en l'occurrence, le cacao. Mais par exemple, je fais déjà et tu peux faire en fait des espaces ritualisés en cérémonie autour de n'importe quelle plante, parce que les plantes médecines, ben, il y en a des centaines, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. que le cacao, c'est une tradition d'Amérique du Sud, donc il vient des Olmecs, des Aztèques, et qui remonterait à peu près 5000 ans avant Jésus-Christ. En fait, on n'est pas toujours d'accord, c'est entre 5000 et 3000 ans. Enfin, quand je dis on, c'est plutôt la communauté scientifique. Et en gros, voilà, c'est un aliment vraiment magique sur tous les plans de l'être, que ce soit le physique, l'énergétique, l'émotionnel. C'est, c'est un des aliments les plus complexes euh, en termes de molécules sur Terre. Et il était utilisé, du coup, ça fait bien longtemps qu'il est utilisé, du coup, pour cette propriété de soutien de la transe. Alors, encore une fois, on pourrait partir dans une grande explication historique, mais le Mm. cacao, il était utilisé à différents moments. Donc, ça peut être des espaces de célébration, des espaces de transformation, des espaces de libération. Donc, en gros, c'est une médecine qui va venir activer et physiquement et émotionnellement, énergétiquement, plein de choses, mais assez différentes suivant ce dont tu as besoin toi, parce qu'en fait, je peux te citer une liste, genre, je peux te dire le cacao, on dit que c'est la médecine du cœur, mais c'est aussi une médecine de la terre, médecine de l'incarnation, ça ramène de la fluidité, du mouvement énergétique, euh, c'est c'est à la fois la sérotonine et la dopamine, tu vois, comme je te disais, à la fois ça va pouvoir te booster, mais en même temps ça va pouvoir te poser vachement en mode hyper chill, etc. Donc euh, on dit aussi que c'est une médecine de vision. En fait, si tu veux, le cacao, c'est tellement de choses que c'est hyper compliqué de le définir. Mais l'idée, c'est d'aller rencontrer, d'aller connecter un peu plus avec la plante, l'esprit de la plante dans ces cérémonies. Donc,
où on va avoir un lien aussi pas mal avec les éléments et où après chaque personne et chaque facilitateur et facilitatrice va venir apporter sa médecine personnelle. Tu vois, demain, si tu vas vivre une cérémonie cacao avec une personne et que 2 mois plus tard tu viens en vivre une avec moi, ça sera fondamentalement différent, tu vois. Oui. Genre, moi, je mets la médecine de la voix parce que, voilà, ça tilte avec moi. J'y apporte aussi pas mal de mes connaissances d'aromathérapie. Donc, on travaille parfois avec la rose, parfois avec le cèdre, parfois avec, tu vois, avec d'autres essences qu'on va rajouter par-dessus. Et avec, voilà, avec les outils que moi j'ai et qui matchent avec moi, avec ma médecine personnelle. Et puis, Mhm. on laisse une grosse part à l'intuition aussi. euh, et justement à la médecine personnelle de chacun, en fait, et chacune. Ok, génial. Je connaissais pas du tout ça sur le C'est cacao, vrai. tu vois. Ouais, ouais, pour moi, c'était l'ouverture du cœur. Et puis, une plante sacrée, c'est sûr. Après, voilà, j'en savais pas des masses comme ça. Et c'est chouette, ouais, merci pour tout ça. Avec plaisir. Et il y a d'autres plantes sacrées que tu connais bien et que tu utilises. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont pas légales en France, malheureusement. Ouais, alors ben, c'est toujours on va dire le petit fil sur lequel on marche quand on Hmm. travaille avec les plantes. C'est-à-dire que pour moi, toutes les plantes sont sacrées. euh, mais moi, ce que j'utilise, euh, c'est des plantes, donc dans ma pratique hors cacao, ce que j'utilise, c'est des plantes qu'on peut distiller. Donc, c'est des plantes avec des molécules aromatiques. Et ça, c'est pas tout le règne végétal qui contient des molécules aromatiques, tu vois. Oui. Donc, moi, ce biais-là, il me plaît bien, tu vois, de pouvoir passer par l'olfaction. Ouais. Parce que ben, il y a quelque chose, tu vois, c'est ajouter un sens quand même, c'est très particulier. Après, on pourrait totalement imaginer, et c'est probablement ce vers quoi je tends, une cérémonie avec, par exemple, une infusion de sauge ou une infusion de rose ou une infusion de armoise, tu vois, en fait, des plantes médecine, on en a autour de nous. C'est vrai que le cacao, il a cette particularité d'être un aliment, en fait, aussi, tu vois, c'est-à-dire que oui, c'est végétal, mais c'est un aliment, tu vois ce que je veux dire? Genre, Oui. la façon de le préparer, euh, le fait qu'on puisse en faire une boisson, on le mélange aussi avec d'autres épices, parfois, ça dépend des personnes. Il y Hmm. a, c'est vrai que le cacao, il a quelque chose de vraiment, vraiment très spécial. Et, mais en soi, voilà, moi je considère que toutes les plantes sont des plantes médecine. Après, effectivement, comme tu dis, donc là, le cacao, on a la chance que ce soit légal, entre guillemets. Déjà, Mhm. Heureusement. est-ce qu'un végétal peut être illégal? Ça, c'est un grand débat. Il faudrait consacrer tout un épisode de podcast là-dessus. Mais ouais, on a la chance que ce soit légal et que ce soit un aliment psychoactif et pas psychotrope. Mais effectivement, dès que tu vas travailler avec l'ayahuasca, les d'autres médecines, le cactus peyote par exemple, ou des trucs comme ça. Hmm. Voilà, ça pose d'autres soucis. Après, voilà, il y a encore aussi d'autres soucis d'appropriation culturelle, par exemple avec ce cactus qui est hyper rare et qui sert dans des cérémonies encore aujourd'hui, etc. Hmm. Donc voilà. Bon, pour le cacao, pareil, on pourrait consacrer tout un épisode à pourquoi le cacao, en tout cas, comment on l'utilise, pourquoi il n'y a pas vraiment un débat sur l'appropriation culturelle, mais la chose la plus importante à dire, c'est que il y a quand même il y a une donnée très importante dans l'appropriation culturelle qui est l'argent. Donc, en gros, la déviation de cet argent, à savoir si on volait du cacao ou si on prenait du cacao pour ensuite, enfin, lambda, par exemple, si je prenais du Vanouten et que j'allais faire une cérémonie cacao, tu vois ce que je veux dire? Ce Oui. serait pas cohérent, non pas parce que ça n'est pas un grade cérémoniel, mais tout simplement parce que ça permettrait pas de redonner de l'argent aux natifs et aux natives de Ah, ces cultures-là qui ont maintenu les pieds de cacao et ces plantations de cacao et qui ont maintenu ces savoirs, en fait. Voilà. hmm. Je savais Et pas ça. c'est très très important, c'est que le cacao cérémoniel, enfin, ça dépend d'où tu l'achètes, donc il faut faire attention, mais euh, en fait, il permet de nourrir par cette énergie de l'argent euh, toutes ces personnes qui ont défendu ces savoirs, vraiment, Ouais, qui ont,
défendu ces plantations aussi, parfois qui se sont mis en danger pour ça. Donc, enfin, c'est leurs descendants et descendantes, évidemment, mais tu vois ce que je veux dire? C'est extrêmement important, ça aussi, de dire on ne vole rien à personne et en plus, on ne fait pas du tout un copier-coller de la cérémonie. Ce que eux entendent par cérémonie cacao n'a rien à voir avec ce qu'on fait en Occident, en fait. Ah oui. Enfin, rien à voir. Pas tout à fait ça, mais c'est pas exactement le même usage. Donc, en fait, c'est vrai qu'on appelle ça cérémonie et c'est un petit débat en ce moment. C'est est-ce qu'on appelle cérémonie? Est-ce qu'on change le nom? Il y a des gens qui ont commencé à changer le nom et qui appellent ça rituel du cacao, par exemple. Ouais. Mais c'est pas un copier-coller, voilà. On n'a pas volé un savoir, un rituel ou une culture ou quoi que ce soit. Ouais. Ouais, j'aime bien cette idée de payer ces personnes pour leur travail de sauvegarde qu'ils ont fait depuis Mm. des siècles, quoi. C'est chouette. Oui, Mm. bah, c'est eux qui finalement, tu vois, cultivent, récoltent et transforment le cacao en pâte de cacao. Et c'est eux qui ont ce process justement hyper sacré où voilà, il y a du sacré dans toutes les étapes. Il y a une révérence folle à la terre et à cette médecine de la terre, justement. Donc, c'est hyper important voilà, de redonner de l'argent, enfin, de donner de l'argent à ces personnes voilà, de les maintenir, en fait, parce que eux, c'est leur métier. Mhm. Ok, génial. Ça me Ouais. redonne envie de refaire une cérémonie. J'en ai déjà fait une Ah il y a, ouais? il y a quelques mois. C'était chouette, c'était beau. C'est Ah après ouais? c'était lié à un breathwork et Ok. c'était avec Soraya qui a déjà eu un épisode dans ce podcast. Et Sarah aussi, les deux. Ah, ok. Et Ouais, pour toi, ça a fait quoi, du coup, cette médecine? c'était lié comment dire, au féminin sacré et Mhm. voilà, il s'est passé des belles choses. Il y a eu du tambour aussi et voilà, beaucoup de choses qui remontent, hein, tu vois, émotionnellement parlant et tout. Et puis pas mal de libération du coup. Ouais, C'était tu vois, chouette. tu dis médecine du cœur, mais c'est vrai que souvent, ça se passe, ça commence dans le cœur et ensuite, s'il faut que ça fasse du chemin, ça va ailleurs. Mais Mm. effectivement, souvent, c'est dans le cœur et dans la libération, quoi. Ouais, Mais ouais. mélanger à du breathwork, c'est trop cool parce que c'est vraiment une sacrée médecine aussi, le breathwork. Ouais, c'est clair. C'était vraiment puissant. C'était une belle journée. Dans les questions, je t'avais parlé de ta définition de la spiritualité. Est-ce que tu en as une? Alors, ouais, comme je te disais au début, pour moi, c'est compliqué d'utiliser la spiritualité, enfin, le mot, comme, enfin, des fois, je lis, moi, je suis très spirituelle. Mm. Et j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire. Je comprends ce que la personne veut dire, mais pour moi, c'est presque un pléonasme, dans le sens où pour moi, la spirituelle, c'est notre essence, c'est-à-dire c'est tout ce qui a attrait à l'esprit. Mhm. Et pour moi, l'esprit est partout, Oui. tu vois. Donc après, si ta question c'est aujourd'hui, c'est quoi cultiver sa spiritualité? Bah, je saurais même pas trop, je saurais même pas trop quoi te répondre parce que je crois que ça peut prendre tellement de formes différentes. Ouais. Genre, je pense que c'est la condition un peu avec laquelle on joue sur Terre, c'est que on est incarné dans des individualités pour créer des expériences multiples. Donc, je Ouais. suis- j'aurais du mal à y donner une définition, tu vois, universelle, entre guillemets. Ouais, je vois. Pour moi, c'est notre essence. Notre essence. De la même manière que j'avais écrit un post Insta, euh, pour expliquer, pour moi, c'est comme si on disait un bébé chiot. Ah oui. Donc, le Mm. fait, le chiot, enfin, le mot chiot implique déjà le fait de bébé. Mhm. Donc, c'est comme si on disait ah, c'est une femme spirituelle. Bah, c'est juste une femme ou juste un humain. Et c'est pareil, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Après, c'est vrai qu'il y en a qui sont complètement coupés de ça. Ouais. C'est vrai que j'entends souvent la spiritualité utilisée comme euh, pour définir un intérêt, un centre d'intérêt. Mm. C'est vrai. Mm. Au final, enfin, pour moi, c'est pas un truc que tu mets sur ton CV à côté de lecture et randonnée, tu vois. Genre, peut-être tu peux mettre ésotérisme, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est plus peut-être, je l'entends peut-être plus ésotérisme, le terme ésotérisme, plus comme
l'application mystique, tu vois, dans la matière de Je comprends, je suis assez d'accord avec toi. J'avais jamais eu cette réflexion, mais c'est juste. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as des conseils, toi, pour cheminer là-dedans et voilà, pas faire juste vivre, mais bien un peu cultiver Mmh. l'ésotérisme, hein, si tu veux, du coup. Ouais, moi je pense que j'ai lu et entendu et beaucoup parlé sur ça et j'en reviens à quelque chose d'hyper simple et s'il y a un truc que je peux conseiller, aux gens, c'est de s'amuser, genre de jouer, vraiment, de retrouver, une innocence et une légèreté dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils ou elles font. Parce que, on a mis beaucoup de sérieux, sur tout ça. On a mis beaucoup de codes, on a mis beaucoup de et au final, je pense que enfin c'est ma croyance, je pense qu'on est vraiment dans cette expérience terrestre pour se laisser traverser par les choses, par les émotions et ramener de la sensualité dans le sens, le lien au sens, tu vois? Donc à savoir, le toucher, l'odorat, le goût et cetera et c'est marrant parce que je travaille avec justement ces sens. Mhm. L'ouïe, en fait, je pense qu'on nous a pas donné, ces portes, de communication avec l'extérieur, pour rien, donc ces 5 sens et qu'il y a vraiment beaucoup de jeux à mettre dans tout ça, tu vois? Hem, Apprendre à se faire traverser par les émotions parce qu'on est là pour tout ressentir, tu vois? On est là pour Mhm. même si franchement sur le moment, des fois, on s'en passerait. Mais ouais, de retrouver un peu de légèreté et de s'amuser avec tout ça parce que je trouve que c'est ce qu'on a même moi, hein, je suis passée par des moments où j'avais beaucoup de mal, dans des moments de difficulté et cetera, à sortir de cette sensation, d'une sensation, d'une émotion, tu vois? Un truc comme ça. Alors que quand tu mets de la fluidité et que tu te laisses traverser par les choses et justement que tu vas exprimer tout ça à travers le jeu, donc à travers le mouvement ou à travers le son ou à travers peu importe, la création. Ça ramène tellement de fluidité en fait et du coup tout passe beaucoup plus vite, Mhm. tu vois? J'adore Je ce sais conseil. je sais pas si c'est quelque chose que tu as pu expérimenter, mais Ah oui, moi je suis toujours restée assez. Enfin non, ça m'est arrivé de m'éloigner de ça, mais je m'amuse beaucoup et j'aime bien la légèreté, j'aime bien ouais, les plaisirs simples aussi, j'aime bien expérimenter, j'utilise tous mes sens et j'essaie aussi de les développer je sais pas, tu vois, je me suis toujours dit que sentir les choses, que ce soit aussi des mauvaises comme des bonnes, en fait, c'est vivre. mmh, Je me suis toujours dit ça. Et c'est même si vivre. je ressens des choses tristes ou des choses enfin, qui font mal ou quoi, bah, en fait, je suis en train de vivre mon expérience d'humaine. Mmh, Et, et ce rapport au sens, et puis toujours avoir gardé cette âme d'enfant, voilà, que je n'ai jamais vraiment perdue, hein. Moi, j'adore m'amuser, j'adore mmh. vivre à fond, aller danser et rigoler. Voilà, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Ouais, moi, en bon petit Gémeaux, je suis vraiment le pitre de service généralement, enfin, je suis j'aime bien cette énergie d'enfant, un peu de jeu, tu vois? Et je crois que c'est avec ça qu'on connecte, quand on chante et c'est pour ça que le chant, ça me fait autant vibrer et et les instruments, tu vois? On dit jouer d'un instrument, Mm, donc c'est vrai. Mm. pareil, tu vois, je suis en train vraiment d'expérimenter. En fait, j'ai découvert qu'on n'était pas obligé d'être musicien ou musicienne, expérimenté pour, jouer d'un instrument et qu'en fait, en sonothérapie, on a beaucoup d'instruments intuitifs, tu sais? Mhm. Je m'éclate avec mes petites maracas et et je m'amuse de fou, en fait Ouais, je et comprends. Je me suis acheté une kalimba il y a un mois et moi j'adore. aussi, Excellent. c'était il y a je l'ai acheté quoi? Il y a 2 mois et écoute, en 4 heures, j'ai réussi à apprendre un petit truc là, à jouer, une petite mélodie et j'étais trop fière de moi.
Ouais, j'adore. et j'aime trop. Mmh. Ça Ça ramène pose en plus. Ouais, je trouve que ça ramène vraiment un truc, enfin, je sais pas. En tout cas, moi, voilà, dans les cercles de chant ou les cérémonies et tout, oui, il y a des moments où, forcément, le cacao, il peut faire remonter des émotions et dans ce cas-là, on les traverse et tout. Mais, mais il y a aussi, enfin, je fais en sorte qu'on reparte avec beaucoup, beaucoup de joie et qu'on se soit amusé parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus précieux, quoi. Je veux dire, j'échangerai jamais un moment où je m'amuse de fou avec, je sais pas, un état de conscience de fou, où j'ai une réalisation de malade en mode waouh, en fait, j'étais vachement pas consciente de ce truc-là. Genre, oui, il nous faut, tu vois, des, on est tous et toutes là pour avancer dans notre chemin spirituel aussi. Mais des fois, on se fait chier un peu, non? Genre, des fois, on se prend au sérieux de fou, tu vois? Genre, jouons. Moi, de moins en moins. Ouais, ouais, ouais. Bah, oui, moi, je me prends pas. Enfin, oui, j'ai arrêté de prendre ce truc au sérieux. J'en rigole vachement, tu vois. Et Mmh. en fait, je me heurte malheureusement, malheureusement, je me heurte à, si tu veux, je le prends tellement beaucoup plus avec légèreté que je me heurte dans des conversations à des personnes qui, eux, ont encore une vision très lourde de certaines émotions, etc. Et moi, je suis là, papa, papa. Et sauf que oui, j'ai oublié de prendre en compte qu'effectivement, quand on parle de deuil ou quand on parle de tristesse, ou quand on parle de souffrance, ou quand on parle de séparation, etc., il y a des gens qui peuvent encore, tu vois, y attribuer des choses assez lourdes. Et bon, il faut que je me remette un peu, tu vois, dans ce truc-là, en mode, ah non, c'est peut-être pas. Ouais. Il y a peut-être encore des gens qui, voilà, ils mettent des jugements de valeur ou des hiérarchies, tu vois, en disant, ah ben, la joie, c'est mieux que ça, c'est mieux que ça. Oui, c'est sûr que tu vibres tellement fort quand tu es en joie, quand tu es en amour total, etc. Mais bah, justement, si ces autres émotions qui sont un peu plus lourdes, euh, tu leur accordes tant d'importance et t'en as tant peur, entre guillemets, euh, ça te permet pas de les traverser plus vite. Mmh. Tu peux rester coincé, en fait, sur ces sentiments, ces sensations, elles vont revenir, tu vois. Ouais, Tu les as pas expérimentées à fond, alors que tu la brûles de bout en bout, c'est fini. Elle ouais, reviendra plus. Elle reviendra plus. Elle reviendra sous une autre forme, mais tu sauras la brûler à ce moment-là. ouais. Plutôt que de Ouais, s'engluer dedans, quoi. Ouais, je suis d'accord. ouais, j'ai l'impression qu'on patauge un peu après. Mmh. Donc, jouons, amusons-nous, Mmh. faisons des batailles de peinture et je ne sais pas, des choses qui nous permettent de connecter avec, bah, on parle d'enfant intérieur, mais c'est un peu ça. C'est On est tous. exactement ça. Ouais, ouais. Ouais. J'adore. J'ai un Gémeaux à la maison et je comprends tout à Ah, fait ce que tu dis. voilà. On rit beaucoup, on s'amuse beaucoup. Voilà, c'est Ah, ça, c'est la vie, quoi. ça me fait plaisir. Oui, oui, on rigole, genre, ok, on est des fois, voilà, on est un petit peu lunaire, on est un petit peu peut-être en l'air des fois, mais Ouais, ça va. Ça dépend de l'ascendant aussi. ça dépend beaucoup. Alors, moi, je suis ascendant poisson, donc Mmh. un peu dans la lune des fois. Ouais, c'est chouette. Ben, merci Lauriana pour ce beau partage, un long partage. On a fait un beau gros épisode d'1 heure et des poussières. Oh là là, je t'avais dit que je parlais beaucoup. J'adore, ouais, c'est parfait. Ben, merci à toi. Merci beaucoup, Angélique. Bah, déjà, de ta proposition, de ton invitation. Et moi, j'ai beaucoup aimé cet exercice et j'ai hâte de recommencer d'ailleurs. Ouais, c'était vraiment chouette, j'ai adoré. Et merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.